c'est la vraie question. C'est pourquoi pas? Attends, à part toi, qui peut te freiner? Parce que je suis victime de rien, ni de personne, ni de mon chirurgien, ni de ma famille, ni du mec qui a essayé de me violer quand j'avais 30 ans, ni de tout ça. Je suis pas leur victime. Par contre, je suis certainement victime de moi-même. De ce à quoi je me suis pas autorisée, de ce que j'ai tué, de ce que j'ai voulu préserver à tout prix, de ce que j'ai pas voulu voir, ma scoliose. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteure de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Quelle chance de recevoir une femme comme Nadalette. Je vous assure aujourd'hui un shoot de bonnes ondes et d'espoir. Après une brillante carrière dans la communication, la vie de Nadalette se stoppe suite à une opération qui lui fera perdre l'usage de ses jambes. Aujourd'hui, Nadalette est auteure et conférencière. Elle est notamment derrière l'un des TEDx les plus vus en France avec plus de 2 millions de vues. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Nadalette Lafonta. Bonjour Nadalette. Bonjour. Comment vas-tu? Très très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Alors, c'est un truc bizarre que j'ai rencontré, qui est pas chez moi, parce que ça prendrait une certaine place. Tu l'as vu? Ouais. C'est un vélo qui est sur un toit, et ce vélo a ceci de particulier, en dehors d'être complètement rouillé et charmant, il est couvert de coquillages. Complètement. Donc, et j'ai adoré cet objet parce que il porte tellement de symboles en lui-même, et puis il est tellement détourné. En fait, c'est un vélo qui est tombé dans le coin d'Arcachon, probablement dans un parc à huîtres, et du coup les coquillages se sont greffés dessus. Et c'est un peu une sculpture genre facteur cheval, ou il y a un petit côté Gaudi, il y a un petit côté la petite sirène, je déteste le vélo. C'est un truc, si tu veux, depuis que je suis handicapée, on me dit vous pouvez plus faire de vélo. Je dis waouh, je peux plus faire de vélo. Mais celui-là, je peux pas te dire, il me plaît. Mais bon, je peux pas le piquer parce qu'il est en hauteur et qu'il m'appartient pas, et que il y a un âge où il faut quand même pas devenir délinquant. Ça se saurait. Mais franchement, ce truc-là, sur ce petit port, je crois que c'est le port de la Lune à la Teste de Buc, c'est juste un bijou. J'adore ce truc qui est complètement décalé. Alors pour les personnes qui évidemment ne le voient pas parce que ça n'est pas enregistré, c'est un podcast. Je mettrai la photo sur le blog de Pourquoi pas moi, sur pourquoipasmoi.co, et puis sur Instagram, on fera une petite vignette avec la photo pour que les personnes puissent découvrir en effet la belle poésie autour de cet objet. Est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi? Alors j'ai grandi dans 2 endroits. J'ai grandi à Paris, j'ai grandi dans les beaux quartiers, ce qu'on appelle les beaux quartiers de Paris, c'est-à-dire à côté de Buzet-Galliera, dans une espèce de no man's land où il n'y avait pas beaucoup de vie, mais qui était magnifique, grand, etc. et totalement mort. Et puis une partie de mon adolescence, de mon enfance, s'est passée aussi au Pays Basque, qui est pour moi une terre beaucoup plus profonde et riche, et à laquelle j'ai été très 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 attachée. Et c'est là que j'ai trouvé qu'il y avait un ressourcement possible, en effet, dans le fait d'aller se promener en forêt, d'être ailleurs, d'être dans l'air, de sortir le soleil, et où j'ai vraiment développé une forme de ressourcement corporel. Et du coup, quand tu étais une petite fille, c'était quoi tes rêves à toi de petite fille? Je pense que les rêves, en fait, si tu veux, avant d'être une petite fille, il y a une naissance. Quand tu dis pourquoi pas, en fait, le pourquoi pas, il y a des tas de pourquoi pas. Et il y a des pourquoi pas qui sont atroces. Il y a le pourquoi pas de ma naissance, quand même, et je crois qu'on va l'évacuer parce que comme ça, on n'en parlera plus de celui-là. C'est pourquoi je suis pas morte. Pourquoi c'est mon frère jumeau qui est mort à la naissance, et pourquoi pas moi?
Donc avec tout ce que ça comporte de culpabilité, de non-dit, parce que j'ai jamais eu d'explication dans mon enfance, etc. Donc avec ça au départ, tu mets en place un pourquoi pas qui est un premier pourquoi pas qui est assez lourd. C'est lors de l'accouchement où il est décédé? Aujourd'hui, je ne sais toujours pas, parce que ma mère est décédée. Je lui ai posé la question pendant toute sa vie. Au même âge qu'elle, j'étais enceinte de jumelles et je lui ai dit, bonjour, la synchronicité. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé? Elle a refusé de répondre. J'ai interviewé mes tantes, trucs comme ça, jamais eu de réponse. Je ne sais pas s'il est mort in utero, s'il est mort à la naissance. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'a jamais gardé son corps. Bon, alors probablement l'époque était, d'ailleurs l'époque était pour beaucoup de choses avec des règles très différentes, mais bon, je ne sais pas. Et à quel âge du coup t'as su que t'avais un jumeau? Je pense que j'ai dû le savoir vers 3-4 ans et d'une façon, c'est d'ailleurs ce que je raconte dans mon prochain bouquin, d'une façon qui n'a pas été délicate. C'est du style, bah oui, il est mort et toi tu t'en es sorti, donc bram, on t'en remet une couche. Donc et ensuite, j'ai pas eu beaucoup d'informations et c'est quand j'ai commencé vraiment à travailler sur moi, sur les relations avec l'homme, sur les relations à l'homme, sur les relations, sur le manque, etc., que j'ai commencé à comprendre l'importance et à essayer de questionner. Alors bien entendu, j'ai fait tous les trucs de barge possibles ou en visualisation, en trucs, en médecin. Justement, on parlait tout à l'heure hors micro, constellation familiale. T'as pu le... Oui, j'ai fait, mais en fait, ça m'a jamais vraiment donné une réponse. Et d'ailleurs, peut-être qu'il n'y a pas de réponse. Et il fallait attendre le temps que je puisse lâcher le fait qu'il n'y ait pas de réponse. Simplement, c'est certain que le ton que ça a donné à ma vie, c'était que je vivais pour deux. Et que je me devais de faire certains trucs qui ne me seyaient pas particulièrement, qui ne me seyaient pas d'ailleurs toujours, parce que je vivais deux vies. Donc c'est vrai que je pouvais être un peu fatigante. Ça me parle beaucoup parce qu'en fait, moi j'ai découvert, mais ça il y a 2 ans, que j'avais une jumelle in utero. Pour le coup, ma mère était pas au courant parce qu'elle est morte in utero à 7 semaines. Et quand tu comprends en effet que tu as le syndrome du jumeau perdu, parce que ça s'appelle comme ça, ça te change ta façon de voir le monde en fait et toute ta vie. Tout à fait. Et en même temps, il faut quand même relativiser parce qu'en ce moment, il y a des tendances, comme à toute époque d'ailleurs, et une des tendances, c'est dans tous les trucs un peu somatiques, etc., c'est de trouver aux gens un jumeau et d'en faire un espèce de focus. Bon, je crois qu'il faut pas non plus. Non, ça éclaire, mais il faut pas non plus plomber tout le monde avec un jumeau perdu. Hein. Non, clairement, de toute façon, moi, le jour où, moi, c'est une magnétiseuse qui me l'a dit. Le jour où elle me l'a dit, enfin, ça a été il n'y avait pas de doute, en fait. Oui, voilà, il y a des moments où c'est juste évident. Mais en effet, tout le monde n'a pas un jumeau perdu. Ou tout le monde a peut-être un jumeau, parce qu'en fait, apparemment, dans les moments de conception, il y a souvent de la gémellité, mais c'est pas forcément un drame national et quelque chose. Tu vois, ça fait partie de quelque chose d'un processus un peu naturel. Tout à fait. Mais ça dépend aussi à quel mois, à combien de mois ça part. C'est compliqué. Mais toujours est-il qu'en effet, bon, donc avant les rêves, c'était quand même. Donc du coup, c'était grandir avec ça et dans une espèce de silence qui faisait qu'il n'y avait pas, en effet, il n'y avait pas de projection vers le futur, il n'y avait pas de projection vers les rêves et l'avenir, tout était lénifié et du coup, ça n'avait pas beaucoup de goût. Donc les rêves de petite fille, il n'y avait pas trop de rêves en dehors des normes qu'on me donnait, c'est-à-dire on me lisait des contes de fées, on me donnait une poupée, on me donnait des Barbies, donc ça induisait forcément des rêves. Et moi, le côté onirique et le rêve, il est vraiment arrivé avec la lecture. Donc je pense que c'est quoi? Ça doit être 9 ans, un truc comme ça, oui, 9-10 ans, où là, j'ai commencé à lire et puis j'ai été vorace de lecture. Et la lecture m'embarquait, et d'ailleurs peu con encore, m'embarquait complètement dans le rêve.
qui est une forme d'hypnose aussi. Ouais. Et au moment du coup de faire dans ton adolescence, au moment de commencer à réfléchir à quel serait ton métier plus tard, comment ça s'est passé pour toi? J'en avais aucune idée et aucune envie. La seule chose dont j'étais absolument certaine, c'est que je n'étais pas tentée par les modèles patriarcaux qu'on me proposait, c'est-à-dire d'épouser un mari bien sous tout rapport et fortuné et de continuer dans cette voie-là. Que je voulais une autonomie financière, parce que ça, j'avais très vite compris que gagner sa vie, c'était pouvoir faire ce qu'on voulait. Avec excès, c'est-à-dire que pour moi, ça a été quelque chose de totalement vital pendant un certain temps. J'ai vraiment cru que c'était que liberté et argent, c'était exactement la même chose. Hein. Et donc, bon, moi j'ai quitté mes parents à 18 ans parce que c'était vraiment insupportable. Je veux dire que j'ai des comportements répétitifs, je te le confirme. Mais et je suis partie à Aix-en-Provence, donc j'avais brillamment échoué d'abord à une année de droit. Je savais pas quoi faire et je me suis inscrite à Sciences Po à Aix, en sachant que comme j'avais dit merde à mes parents, il fallait aussi que je gagne ma vie. Et je l'ai fait par défaut parce que Sciences Po, je pouvais bosser, gagner ma vie et vivre et puis me marrer avec des copains. Et puis un mois avant l'examen, j'arrêtais tout, j'usinais et je passais mon examen sans avoir assisté au cours pratiquement de l'année. Donc, pourquoi insupportable de vivre avec tes parents? Parce que c'était des gens vides et qui vivaient qui avaient des, enfin c'est d'un classique à pleurer. C'était des gens qui vivaient, on devait avoir tel comportement social. Si on était une femme, on devait faire une fille, on devait faire ça, ne pas faire ça, c'était trop dangereux. Et puis spirituellement, on devait aller à la messe, mais bien entendu, ce n'était que même si le sermon d'ailleurs était nul à chier, mais bien entendu, ça n'avait aucune incidence spirituelle. Donc, sachant que ses parents, toi, aujourd'hui, tu as quel âge? J'ai 67 ans, donc je suis née en 55. Donc si tu veux, c'est des trucs des années 65. 65, 68. 68 a foutu quand même un bon coup de boost à tout ça. Et après, bon, en effet, 68, j'avais 13 ans, 3 ans, 4 ans après, je me suis barrée. Et donc à Aix, et là, bon, c'était des études par défaut, si tu veux, c'était très intéressant, mais objectivement, j'avais pas le temps de faire des études. Et après, j'aurais bien fait des études plus poussées. J'aurais bien fait une thèse, un truc. Je pensais à l'ENA, je pensais à plein de trucs. Sauf que j'avais plus les moyens. Comme mes parents m'avaient coupé les vivres, ils m'ont dit bon, maintenant, ok, tu travailles. Et là, en fait, c'était les débuts de la pub, de la communication, etc. Je me suis dit là, ça a l'air plutôt fun. Je suis partie là-dedans. Et comme je bossais comme une damnée, j'ai hyper bien réussi. Et cet argent que je voulais, je l'ai eu. Mais mon premier job en agence, je suis rentrée comme j'avais 24 ans comme junior. Un an après, j'ai été vice-président du bureau de New York. Tu vois, Mais bon, après coup, des gens qui m'ont connu à l'époque ont dit que c'était quand même pas la nana la plus sympathique du monde. Ouais, t'étais dans un personnage social. J'étais surtout accrochée à l'idée de réussir. Je bossais non-stop jour et nuit, et il fallait me suivre. C'est-à-dire et ceux qui me suivaient pas, tant pis. Rouleau compresseur. Rouleau compresseur. Et c'était aussi une façon d'exprimer ma créativité pour des trucs vains, mais bon, j'ai fait des trucs très très marrants parce que j'étais sans frein. Voilà, donc mes rêves de petite fille, ils ont été quand même, je dis, c'était vraiment plus des fantasmes que des rêves, c'était vraiment lié aux lectures. Et puis après, c'était plus de la réelle politique, quoi. Ouais. Et du coup là, donc tu prends la tête, tu t'installes à New York. Je me suis pas installée à New York. Non. En fait, c'était une boîte qui était entre Paris, Lausanne et New York. Donc, un moment, je bossais à Paris, un autre, j'allais à Lausanne. Quand on avait des opérations aux États-Unis. Mais tu sais, c'était ces patrons un peu de droit divin et patriarcaux qui ne sont pas si mauvais que ça dans certains cas. Celui-là, en tout cas,
il avait quand même des bons aspects, c'est-à-dire qu'il voyait quelqu'un de jeune qui avait envie de se défoncer, il lui donnait des titres honorifiques qui lui faisaient plaisir, qui me donnait et qui me valorisait. Il m'a beaucoup plus donné confiance en moi que mon père ne m'a jamais donné confiance en moi. En même temps, quand j'étais à New York et que je bossais comme une dingue et que je remontais sur la France en avion, il me disait ouais, dans l'histoire, il faudrait que vous ayez me chercher parce que j'en ai besoin, que vous me rameniez à Paris, un jambon de Virginie et un Yellow Pages. Donc tu étais taillable et corvéable à merci. Mais en même temps, il m'a installé aux pierres pour bosser à New York. Tu vois, c'était Pour quand ceux qui même. connaissent pas, c'est un hôtel C'est qui l'hôtel est plutôt mythique. sympathique. C'est l'équivalent du Ritz à Paris. C'est l'hôtel mythique. Et comme j'étais une andouille à l'époque, je me rendais même pas compte que c'était un truc hors norme. Tu vois, donc j'étais dans une espèce de mouvement permanent, perpétuel, et avec des moments où je tanguais, mais en tout cas très aux manettes de ma vie. Et là, du coup, t'as fait des sauts de puce dans les entreprises ou t'es resté dans une entreprise longtemps? Non, c'est cette époque-là, c'est-à-dire les années 80. En fait, tu restais 2 à 3 ans dans une entreprise. On venait te chercher, tu doublais ton salaire, tu reprenais des stocks et tu changeais. Donc là, j'allais dire jusqu'à 40 ans, j'ai fait ça. J'ai 3 ans, 3 ans, 3 ans, 3 ans, soit en agence, soit chez l'annonceur. Bon, c'est comme ça que je me suis retrouvée en 84 chez Apple pour lancer en presse le Macintosh, alors que j'avais jamais touché un ordinateur, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Pour moi, ils m'ont dit il y a des ROM. Je lui dis est-ce qu'on met du coca et on fait un Cuba Libre. Et la première conférence de presse où il y avait Steve Jobs et Sculley à l'époque, ils m'ont foutu ce truc-là. Ils m'ont dit bon ben tu me fais ton communiqué sur. C'était un petit Macintosh avec 128K. Tu tapes ton communiqué. J'avais jamais, je voulais pas toucher une machine à écrire parce que ça, je savais que c'était dangereux pour une femme. Donc, Pourquoi? parce que si tu touchais en tant que femme une machine à écrire dans ces années-là, tu étais assimilé à secrétaire et on te demandait tout le temps de tout prendre en. L'ordinateur a changé la donne, mais la machine à écrire, c'était dans un statut, c'était pas libérateur, c'était dans un statut subalterne pour les femmes. Et donc je les regardais de loin les machines et je disais ah moi pas. C'est-à-dire qu'en fait mon modèle à l'époque c'était le mode assimilation au modèle masculin. Hein. Pas de talent de solidarité féminine à l'époque. Et puis donc Apple et puis après une autre boîte qui a disparu, McDonnell Douglas Information System. Puis après j'ai pris 3 années sabbatiques, non 2 années sabbatiques, 2 années sabbatiques. T'as fait quoi? Eh ben, la boîte où j'étais dire comme McDonnell Douglas Information System avait des résultats financiers qui n'étaient pas tout à fait à la hauteur de politique de communication. Et donc, à un moment, ils m'ont dit, bon, on va virer ton équipe et puis on te garde. Et j'ai dit, non, vous gardez mon équipe et moi, vous me virez parce que ça fait 10 ans que je bosse comme une dingue. J'ai envie d'aller voir ailleurs. Et c'était à l'époque où le chômage, on appelait ça le fromage. Parce que tu n'avais qu'une chose à faire pour toucher 80% de ton salaire, c'est signer une petite carte. Ce que n'importe laquelle de tes bonnes copines peut faire si tu n'es pas là. Et donc, je suis partie en Sierra Leone, je suis partie à Trinidad pour danser le carnaval. Heureusement que j'ai dansé parce que maintenant, si tu veux, côté Zumba, c'est pas terrible. Et puis, je suis partie retrouver au Venezuela et je suis partie retrouver une copine qui était attachée culturelle à l'ambassade de France à Buenos Aires. Et je suis restée 6 mois à faire l'Argentine de fond en comble. Ensuite, je suis rentrée en France brièvement. Les problèmes que j'y avais laissés au départ étaient vraiment assez intacts à l'arrivée. Donc, je me suis dit, c'est pas bon. Et je suis repartie en Inde du Nord et au Népal et je sais plus où encore. Donc, pendant 2 ans, j'ai glandouillé et j'ai cassé la machine névrotique. Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que finalement, avec un rythme incessant et compagnie, comment ça s'est passé il y a eu des moments de grand vide, mais aussi peut-être qu'à ce moment-là, à 30 ans, je sentais, tu vois, le début de l'âge. Donc c'était peut-être une crise d'ado un peu tardive. Je sais pas ce que c'était. En tout cas, c'était pas tendance parce que si tu veux à l'époque, l'année sabbatique, c'était pas bien vu des recruteurs. C'est-à-dire que pendant des années, je l'ai jamais dit ça.
On me disait, vous avez un trou alors j'avais arrangé mon CV, vous avez un trou dans votre CV? Bon, oui, j'ai changé de job. Enfin bon, tu vois, mais dire ce que je te dis aussi cash, jamais je le disais parce que, ça plaisait pas tellement. Et puis je suis rentrée en France et puis là j'ai repris un job dans l'armement, ce qui m'a moyennement plu. Je pensais pas que l'armement c'était si épouvantable. Et puis en même temps c'était pendant la guerre contre l'Irak, donc c'était pas la période la plus suave. Et puis après je me suis fait virer et tu l'as vécu comment? Parce que être viré de cette boîte-là, honnêtement, c'était plutôt un soulagement. Et j'avais fait une connerie, donc ils m'ont viré pour une bonne raison. J'avais pas fermé ma gueule comme attaché de presse. Ils avaient parfaitement raison de me virer. Ils m'ont viré, on ne peut plus poliment et correctement. C'est-à-dire que toute la période où j'étais enceinte et où ensuite ma mère était en train de mourir, ils ont continué à me payer pour que j'ai pas d'emmerde. Donc objectivement, rien à dire. Par contre, être viré parce que tu refuses de coucher avec ton directeur du marketing, ce qui m'était arrivé dans une autre grande société de IT précédente, ça, je l'ai pas bien vécu. Ouais. Donc, il y a viré et viré, hein, franchement. Donc voilà, bon, mais ce deuxième truc, ça m'a laissé 2 ans, mes filles sont nées, je m'en suis occupée. J'avais pas particulièrement envie à ce moment-là d'ailleurs de reprendre du boulot. Bon, j'ai dû le reprendre économiquement. Je suis retournée en agence sans joie. Mais déjà, j'avais complètement changé de braquet, c'est-à-dire que j'avais changé de braquet à 30 ans, très certainement. Et quand je suis retournée dans des agences, bon, tous ces gens-là m'engageaient parce qu'ils étaient persuadés que que je comprenais très bien l'informatique. Alors, il faut savoir que j'ai aucune formation d'informaticienne et que ma façon de comprendre l'informatique, c'est de faire parler des informaticiens, c'est juste écouter. Mais j'ai aucune base, aucune connaissance informatique, ni tech. Et du coup, on continue à m'acheter pour des compétences que j'avais pas. Et tu vivais comment? ça me faisait marrer. Ça me faisait marrer. Et puis, quand tu comprends pas un truc, que ce soit l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais tu vois, avant, c'était on parlait des langages de 4e génération, c'était exactement la même chose, c'était aussi complexe, etc. Enfin, peut-être pas aussi, mais c'était assez similaire comme Bruta, où aujourd'hui on parle des NFT, etc. Mais en fait, c'est le même processus, c'est-à-dire que si tu arrives à faire parler les gens, tu comprends l'utilisation probable, tu comprends aussi qu'il y a un côté trendy et que tout ça, oui, on s'énerve dessus, mais dans 2 ans, on va s'énerver sur autre chose, donc faut pas se prendre la grappe au courbouillon si on ne comprend pas complètement. Et comment on peut, par rapport à ça, se positionner, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut s'en servir, et pas le laisser se servir de soi. Donc oui, j'ai continué dans l'informatique, essentiellement de la communication de crise ou l'informatique, etc. Puis après, oui, plus tard, à 40 ans, je suis rentrée chez IBM et là, je pensais y rester pour 2 ans, comme d'habitude. Surtout que c'était une boîte compliquée parce qu'elle avait une culture très prégnante et que très cadrée. Et on faisait ce que disait Armand, qui ont le petit doigt sur la couture du pantalon. Moi, j'avais pas été habituée à ça. J'avais été habituée dans mes boulots à être très libre et à avoir une carte blanche. Et que chez IBM, normalement, on y rentre à 20 ans, donc à 40 ans, on est formaté. Moi, j'y suis rentrée à 40 ans déjà déformaté, donc c'était vachement complexe. Et puis là, j'ai eu des problèmes familiaux qui ont fait que il fallait absolument garder mon salaire. Et du coup, au moment où j'allais me dire, bon, je me barre ailleurs, c'était pas le moment et j'y suis restée. Du coup, j'ai appris à vivre chez IBM, à me trouver des espaces de liberté, notamment en faisant des choses que les autres savaient pas faire et qui du coup me donnaient une autonomie dont j'avais besoin. J'ai fait 3-4 boulots, types de boulots très différents et j'y suis restée 25 ans. Ouais. À ma grande surprise. Mais je suis restée d'abord beaucoup à l'international, ce qui est très différent que de travailler en France et les Français. Et puis avec des jobs très différents où tous les 2 ans, je réinventais quelque chose. Oui, c'est qu'en fait, finalement, tu changeais tous les 2 ans, mais dans la même entreprise. Oui. Et à quel moment il y a eu l'opération qui, on peut dire, t'a changé la vie?
Je traînais mon corps. Moi, je pense que j'ai commencé à avoir vraiment je pense vers 37 ans, je commençais à voir que je me déformais. À ce moment-là, j'ai vu un chirurgien alors que je me sentais au meilleur de ma forme, qui m'a regardé comme si j'étais euh, un déchet. Et il m'a dit, vous rentrez et je vous opère tout de suite. Et je l'ai regardé, donc peut-être à 40 ans. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, non, mais même pas en rêve, salut. Et je me suis barrée. Et c'est peut-être là où j'ai fait une connerie, parce que là, j'aurais pu être opérée, encore que je sais pas comment j'aurais fait avec 3 enfants en bas âge, etc. J'aurais peut-être pu être opérée et que ça aurait été moins catastrophique. Puis après, j'ai tenu. Donc, pendant près de 20 ans, quand même, j'ai tenu avec des moments où, entre la pression psychologique et la pression physique, les voyages, les enfants, les fêtes, parce que oui, bon, je m'effondrais complètement, j'étais par terre pendant 2 heures à ne pas pouvoir bouger, où je souffrais, etc. Et puis je me suis vraiment effondrée, je pouvais plus tenir ma structure, mon corps s'effondrait, j'allais dire oui vers 58 ans, tu vois, jusqu'à cette opération. C'était quoi du coup la maladie dont tu souffrais? C'est une scoliose, rien de plus banal, donc j'avais oui. un truc, tu vois, une petite déformation de la colonne vertébrale qui est devenue un truc monstrueux de double scoliose de 73 degrés, donc un truc énorme d'autodestruction que je niais totalement, que je ne voyais pas. Et je le masquais avec des châles. Beaucoup de mes proches et de mes amis ne le voyaient pas non plus, ou ne voulaient pas le voir. C'est-à-dire que très clairement, il y a des gens qui m'ont dit, mais t'avais quelque chose. Bon, alors là, à la fin, ça se voyait quand même parce que je portais des corsets. Et puis au boulot, bon, la dernière année, dans les yeux de mes boss, ils se disaient, mais pourvu qu'elle ne crève pas entre les pattes, tu vois. Donc, par exemple, là où ils ont été absolument formidables, c'est que j'ai été opérée en octobre. À partir de mai, ils m'ont dit, non mais attends, on ne veut plus te voir, tu te reposes. Ils avaient qu'une trouille, c'est que, enfin, eux, ils voyaient ce que je ne voyais pas. Et donc, j'ai été opérée à 59 ans. Cette scoliose, c'était devenu ce que les vieilles ont quand elles passent avec le nez sur le trottoir à l'horizontale. J'étais complètement difforme. Je pouvais plus me relever. Donc, il y avait plus il y avait plus de choix. L'opération s'est pas bien passée, mais je suis arrivée avec un corps fracassé. Et pas que le corps. Et avant que tu te fasses opérer, ils t'avaient alerté sur des risques potentiels. Enfin, Ils te disent tous, mais ça, vous savez, ça va changer votre vie, ça va être formidable. Oui, vous aurez un peu de raideur dans le dos, mais vous ferez, regardez, elle est partie, fait en trekking au Népal, celle-là, elle fait je sais pas quoi, etc. J'avais eu une Italienne au téléphone qui m'avait parlé de sa merveilleuse opération, d'où le titre de mon roman. Et il y a des gens pour lesquels ça s'est très bien passé. J'ai une ou deux copines que j'aime beaucoup, que je connais de cette époque, qui vont très bien. Mais il m'avait aussi dit, il peut y avoir une petite paraplégie transitoire dans la jambe. Donc il y a des petites, il y a des petits, il y a des risques. Et bon, j'avais la trouille, hein. J'avais le trouillomètre à 0 en y allant. D'abord parce que j'aime pas tellement le concept d'opération. La chirurgie esthétique, c'est pas mon truc parce que franchement, déjà quand c'est nécessaire, j'y vais sans joie. Et puis le concept d'être sur le ventre et qu'on t'ouvre le dos, c'est pas sympathique. Symboliquement, t'as pas envie qu'on te fasse ça. Mais bon, à un moment, de toute façon, il n'y avait pas le choix et j'y suis allée. Et oui, il m'avait dit que ça pouvait être qu'il y avait des opérations moins réussies que d'autres. Mais ils m'ont jamais dit. Enfin, je crois que j'ai été le plus gros accident opératoire à Garches qu'on connaisse. Hein. Ouais, sachant que Garches c'est reconnu comme étant vraiment. Et encore une fois, je ne cherche pas à jeter l'opprobre sur mon chirurgien. J'ai amené un corps de merde. Il a fait ce qu'il a pu. Je ne sais pas si c'est une erreur médicale ou si c'est ce qu'il s'appelle un aléa thérapeutique. Je pense que j'en ai quelques idées, mais je ne pourrai jamais l'affirmer. Et je ne l'affirmerai jamais. Et je ne vais jamais dire n'allez pas vous faire opérer par ce mec-là, parce que je pense que c'est un excellent chirurgien. Tu vois, ça c'est un truc qu'on me pose dans toutes les conférences. On me dit, mais alors vous avez poursuivi votre chirurgien? Je dis, bah, d'abord je cours pas, je me vois pas le poursuivre. Et puis, mais soyez pas ridicule, je vais pas passer ma vie à poursuivre un mec qui a fait son boulot. L'erreur, même si
assumons qu'il ait fait une erreur, de toute façon, qu'il ne fait pas une erreur dans une vie professionnelle. Bon, alors, évidemment, c'est mieux quand c'est un boulanger qu'un dentiste, mais qu'un chirurgien, mais bon, il a fait ce qu'il a pu. Hein. Et du coup, à quel moment tu as su que l'opération s'était, que l'opération s'était mal passée, que très vite, je pense. J'ai pas une notion du temps totalement exacte, mais je pense que 24 heures après, dès qu'ils m'ont sorti de Réa, ils étaient au pied de mon lit et avec une gueule tellement enfarinée. Et puis, tu vois, en se dandinant, que tu vois vite qu'il y a un truc qui va pas. Mais je l'ai pas. Quand ils m'ont dit, probablement, vous ne remarcherez jamais plus, c'était un concept qui m'était tellement étranger que j'ai pas saisi. C'est-à-dire que quand tu as ce genre de choc, t'es sidéré. Donc tu comprends pas. Ouais, il y a le déni. Bon, j'ai eu 2-3 chocs comme ça majeurs dans ma vie. J'en ai eu un dernier bon, j'espère que c'est le dernier d'ailleurs, en 2018 où j'ai découvert des réalités qui étaient pas, auxquelles je m'attendais pas. En fait, sous le choc, c'est un truc hallucinant, c'est que tu perds ton souffle, tu perds ta vue, tu perds tous tes sens et tu es dans un état de sidération où c'est une espèce de mécanique en toi qui continue, j'allais dire à avancer, en l'occurrence elle avançait pas beaucoup, mais à respirer et à vivre, mais toi t'es plus là. T'es plus là. Donc je dis ah ouais, bon oui, et ça a duré quand même quelques temps où je comprenais pas. La vue basse. Et comment, parce que du coup, ils te prédisaient le fait que tu ne pourrais plus jamais remarcher. Je pense qu'aussi, eux, ils prédisent, à partir de ce genre de truc, tu sais, c'est comme les soins palliatifs, ils vont pas te dire, ils te prédisent le pire pour que de toute façon, tu aies pas une nouvelle déception. Donc en effet, je pense qu'ils étaient franchement pas optimistes. Parce que vu la lésion, ils n'arrivaient pas à trouver, ils n'arrivaient pas à faire d'IRM parce j'avais du titane dans le ou le scanner, je sais plus, du titane dans le bide, donc on n'arrivait pas à voir où était la lésion et rien ne répondait. C'est-à-dire qu'à partir du nombril, je ne sentais rien. J'ai ma copine Margaret qui est venue à un moment, elle me dit mais je vais te masser, tu vas sentir tes jambes. Et elle prenait mes jambes, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Je ne sentais rien. Et j'ai été pendant un certain temps en position allongée, ne pouvant, tu vois, avant déjà qu'on passe à l'étape de verticalisation, il s'est passé du temps. Hein. Il s'est passé combien de temps? Je pense à peu près 2 mois. En fait, il y a eu toute une période où, quand on me reverticalisait, je gerbais parce que en fait, c'est comme les astronautes, tu sais, quand ils sortent d'un truc, si tu es pas pendant par la racine, c'est-à-dire si t'as pas les filets ancrés pendant un certain temps, t'as plus le sens de l'équilibre, l'oreille interne est probablement déphasée, etc. Donc je faisais des compensations, je tournais l'œil. Bon, ben voilà. Mais tout ça était tellement sidérant qu'en fait j'étais dans un espèce d'état de détachement second, truc bizarre. Mais qui pour moi est vraiment lié à vraiment à chaque fois que j'ai un choc, j'ai bien repéré cette structure. Ouais. Et là, à cette époque-là, tu étais en mode je vais me battre ou enfin où la sidération était tellement grande qu'en fait il y avait même pas ce. J'étais ouais bon de toute façon qu'est-ce qu'ils disent ils disaient que j'allais me remarcher, enfin que j'allais être mieux, je suis pas mieux. Ils disent que ça va être pire, c'est bon, c'est pas plus crédible. Donc j'étais pas désespérée sur le moment. J'étais tellement stone que j'étais pas désespérée. Et puis j'ai été désespérée 2-3 semaines après l'annonce faite à Marie là. Où je me suis où là j'ai compris, ça a été un matin, j'ai compris que les jambes non j'allais pas pouvoir, ça va pas être lève-toi et marche quoi, et que j'étais dans cette putain d'hôpital pour un bon bout de temps parce qu'il m'avait dit vous pouvez vous barrer de l'hôpital en considérant qu'on est fautif, mais c'est quand même l'endroit où vous allez être le mieux rééduqué, et là-dessus ils avaient raison et je me suis pliée à leur avis parce que pour ça je pense qu'ils sont compétents. Hein. Et là, j'ai compris que j'allais pas rentrer chez moi. Hein. Je rentrais pas chez moi.
la vie à la maison avec les Tes filles, elles enfants. avaient quel âge? Mes filles, donc en 2014, en 2014, les jumelles avaient 24 ans et Antoinette allait avoir 20 ans. Les jumelles étaient l'une en Colombie, l'autre en Thaïlande, et Antoinette était seule à la maison. Et bon, ça a été certainement un cataclysme pour elle, parce que c'est vrai que j'étais un pivot assez central de la famille, j'organisais tout, j'étais là pour elle. Elles me l'ont dit d'ailleurs, t'as disparu du jour au lendemain, parce que c'est vrai que à l'époque, j'étais plus capable je faisais un peu des trucs pour elle, si pas par discussion, mais j'étais plus capable. Et comment, t'es resté combien de temps du coup à l'hôpital? 9 mois, toujours du temps de grossesse, avec après en revenant le week-end, des trucs comme ça. Une fois que la maison a été à peu près installée, donc peu à peu on m'a acclimaté, et puis les 9 mois qui se sont poursuivis pendant l'été à La Rochelle en rééducation, mais ce qui est vraiment nécessaire, parce que tu es incapable et puis rien n'est structuré pour te réintégrer dans ta vie de famille. Ils savent pas faire, la maison est pas faite pour ça, il y a pas suffisant, il faut des systèmes d'aide un peu compliqués. C'est pour l'entourage. Moi, je me souviens d'une visite d'une ergothérapeute au moment où j'allais rentrer à la maison, et ma famille me disait, mais non, on peut pas la reprendre. Comment voulez-vous qu'on fasse? Personne. Elle disait, si, vous allez voir. J'ai cru qu'elle allait se faire massacrer, parce que pour eux, c'était un truc, mais pour moi, j'étais effrayée, et pour eux, c'était effrayant. Ce qui aide pas. Et finalement, ça s'est passé comment, du coup, ce retour à la maison? Ça, c'est jamais une partie de plaisir, parce que tu découvres tout ce que tu as perdu, tout ce que tu peux plus faire, et puis globalement, tu découvres que de toute façon, tu dépends complètement, au moins pendant un certain temps, de l'autre et de son bon vouloir. C'est-à-dire que si l'autre a pas envie de te sortir, il te sort pas, tu peux pas sortir, et puis l'autre, il peut pas penser forcément à tout ce dont tu as besoin. Moi, je me souviens d'une nuit, d'une fin de journée où j'étais sur mon lit médicalisé en bas dans le salon, et bon, il faisait bon. Les filles m'ont dit, bon, on va boire un coup. Elles m'ont laissé la télé allumée, mais sans télécommande, et la nuit est tombée. Et ça a été long. Et puis bon, il y a aussi des trucs moins pires qui sont des envies de pisser, des trucs que tu peux pas faire seul. Enfin bon, bref, c'est un peu complexe. C'est pas très agréable. Mais de même que demeure désagréable pour moi quand je vais à une soirée et que la musique se met à danser, que tout le monde se met à tourner au son de la musique. J'ai toujours une frustration. Il y a des trucs que je peux pas faire. Hier soir, je suis allée à une soirée hyper sympa à Bordeaux. Bon, on était sur des tabourets hauts. Au bout d'un quart d'heure, j'avais les fesses qui me remontaient dans les oreilles, ce qui est quand même un truc moyen agréable. Bon, c'est sûr que je peux pas faire ce que tout le monde fait, hein. C'est très complexe pour moi. Tu peux reconduire? Ouais, je reconduis. Alors, je reconduis. Donc marcher, oui, pour. Marcher, je peux pas marcher seule dans la rue parce que j'ai pas assez d'équilibre et je suis à la merci de quelqu'un qui me bouscule ou d'un trou dans le trottoir et je me casse la gueule. Conduire, j'ai repris des leçons de conduite, donc maintenant je conduis avec un volant, avec l'accélérateur à la main et le frein à la main. J'ai repris des leçons de conduite, je le précise parce que franchement, j'étais la plus mauvaise conductrice à l'Ouest d'Écosse et maintenant je conduis bien. Donc, pour le salut public, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est hyper fatigant parce que comme je peux pas me tourner, je suis tout le temps sur tous les rétros. Comme je peux pas conduire avec les pieds, j'ai les épaules soulevées pour tout faire avec les mains. Donc, au bout de 20 minutes de conduite, j'ai mal partout, etc. Grosso modo, je peux conduire une demi-heure, mais c'est tout.
Et puis, à l'arrivée, si je suis seule, ben, c'est le problème entier. C'est qu'est-ce que je fais? Ben, je suis bien, je suis dans ma voiture, mais je peux pas sortir. T'as besoin de quelqu'un pour t'aider à sortir de la voiture? Non pas pour m'aider à sortir de la voiture, mais pour m'aider à aller dans la rue après. D'accord, ouais, ok. Donc, si tu veux, l'intérêt de la voiture, pour moi, puis bon, peut-être aussi parce que je suis fatiguée et que voilà, il y a des moments où il y a des choses que je faisais peut-être plus il y a 6 ans et que j'ai un peu plus de peine à faire maintenant et que je vais peut-être refaire à l'automne. Mais oui, je conduis plutôt mieux. Et une fois que bon, t'as repris entre guillemets ta vie, mais qui forcément ne pourra plus être jamais la même qu'avant, professionnellement, qu'est-ce que t'as décidé de faire? Ben, IBM était nickel. Ils m'ont dit, si vous voulez, bon, j'avais largement l'âge de la retraite et tous les points, et les enfants. J'avais commencé à bosser à 18 ans, donc si tu veux, il y avait zéro souci. Et ils m'ont dit, bon, bah, si vous voulez revenir, on vous reprend. On sait pas ce qu'on va vous faire faire, mais on vous fera faire quelque chose qui vous ira. Et non, mais nickel. On paiera les taxis pour venir vous chercher. Enfin, franchement, en même temps, j'avais toujours télétravaillé, donc c'était totalement possible que je continue à télétravailler. Ça faisait pendant 10 ans, avant que le mot télétravail n'existe en France, moi j'ai dû commencer à télétravailler en l'an 2000. Donc si tu veux, quand le Covid est arrivé, le confinement, je connaissais ça par cœur. Et j'ai adoré, c'est ça qui m'a aussi permis de tenir. C'est que chez IBM, j'avais pas de transport pratiquement. Donc mon dos, entre-temps, je pouvais travailler allongé. Et puis je me suis regardé et en fait ça faisait au moins 5 ans que j'avais plus la foi quoi dans le boulot. Ça m'emmerdait. Hein. Bon, je voulais continuer pour avoir de l'argent, mais j'avais plus envie. Et j'ai dit non, à travailler à moitié, c'est-à-dire handicapé, dans un endroit où j'avais l'habitude de courir, d'aller prendre un avion, de faire ceci, de faire cela. Ça va me faire chier. On fait pas d'acharnement thérapeutique, on se quitte de bons amis. J'ai pris ma retraite. Je suis partie sans un rond de plus. Et puis voilà. Et puis à ce moment-là, donc en 2017, je crois, après mes 3 ans de congé thérapeutique, ben, j'avais fini, j'avais écrit un livre. C'est-à-dire que j'avais commencé un rapport d'expertise sur cet accident. Et de là, ben, ça avait été ma vie, mon œuvre. J'étais repartie sur l'hôpital, le handicap, les autres, le regard des autres, les relations, l'évolution, enfin, etc. Ce à quoi ça renvoyait, parce que je suis profondément persuadée que la vie vous représente ce que vous n'avez pas voulu voir à certains aspects. Donc, en quoi cet enfermement à moi me parlait, à quoi il se référait, etc. Parce que c'est vrai que le confinement, bon, vous l'avez vous connu en 2020 avec le Covid, mais alors moi, les 9 mois d'hôpital, hein, j'avais déjà eu la certification totale du confinement. Donc, le confinement du Covid, il m'a pas. Je me suis dit tiens, on recommence. Mais voilà. Donc, du coup, je n'étais pas catastrophée. Ce qui m'a permis aussi pendant le Covid de passer par des conférences virtuelles, des messages plutôt optimistes en disant ouais, attendez les mecs, on remet tout en situation. Y a pas, pour vous en tout cas qui êtes en confinement, il n'y a pas eu mort d'homme. Il y a des 6 millions de morts dans le monde, mais vous êtes toujours en vie, vous bouffez, vous respirez. Il y aura autre chose demain. Cherchez dans le temps, dans ce temps qui vous est donné auquel vous n'aviez pas habitude, parce que la réflexion sur le temps, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que vous pouvez vous apporter à vous-même? Donc voilà. Donc en effet, pour en revenir à nos moutons, je ne sais plus du tout ce que tu me posais. Du coup, t'as écrit un livre. Oui, du coup, j'ai écrit un livre. Et en 2017, je me suis dit, ben au fond, en fait, le rêve de mes 18 ans, c'était d'être écrivain. Et comme mon père m'avait dit, de toute façon, toi au mieux, tu seras secrétaire avec ta machine, et puis il m'avait dit, de toute façon, écrire, ça sert à rien, il y aura plus de journalistes, il y aura plus d'écrivains. Et la réalité, c'est que comme écrivaine à 18-20 ans, je n'allais pas gagner ma vie comme je l'ai gagné dans le marketing et la communication. J'avais tout foutu, puis je me suis dit non, mais je suis nul. Tu te rends compte si je me plante, et puis d'ailleurs si je réussis, c'est pas mieux. Donc bref, j'avais refoutu mon désir d'écrire dans un coin. J'écrivais des communiqués de presse. Bon, c'était moins fun. De temps en temps,
je me lançais un petit peu à écrire un truc un peu zarbi et mon patron me disait non mais attendez, vous pouvez recadrer là, et je recadrais et puis on terminait. Et donc j'ai écrit ce bouquin en 2016, ouais puisqu'il est sorti en 2017, ça doit être 2015-2016. Et quand il a été terminé, je me suis dit ah bah du coup j'ai écrit un livre. Donc j'ai deux solutions, je le refous dans mon disque dur et j'en parle plus parce qu'il y a quand même des passages très intimistes où je parle de ma famille d'origine, mais aussi de mes enfants, de mon mari, etc. Donc je suis passé les voir et je leur ai demandé leur autorisation de parler d'eux, ils l'ont lu, ils m'ont dit ok vas-y. Et puis je l'ai envoyé à un éditeur et c'est parti. Donc j'ai changé de carrière. Alors tout le monde m'avait dit que quand même, là, à mon âge, handicapé et femme, bon bah c'était fini là, on allait enfin ne plus m'entendre, on allait enfin ne plus me voir et j'allais enfin fermer ma gueule. Et ben non. C'est loupé. C'est totalement loupé. Donc c'est d'autant plus loupé qu'après ça, donc le bouquin est sorti, j'ai eu des retours de lecteurs et de lectrices absolument inimaginables, des gens qui me disaient mais pour des raisons qui leur appartenaient, c'est-à-dire pas forcément ce que moi j'avais identifié dans ce que j'avais écrit. Ce livre est un outil de changement pour moi, un outil de réflexion vraiment formidable, etc. Donc déjà ça, tu te dis bon ben partager c'est juste génial parce que ce que je fais ou ce que j'ai fait sert à quelqu'un, à prendre la valeur. Et là-dessus, j'envoie mon bouquin à une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Isabella Lenarduzzi, qui est une femme belge qui a créé un forum pour la diversité qui est un truc formidable qui s'appelle Jump. Et elle me dit ah bah ouais c'est top, ça me plaît, ben viens, donc ça devait être en mai 18, viens en mai faire une conférence au Jump Paris. Et je dis pour dire quoi? Ben, leur parle pas trop de ton accident, mais tu parles leur de ce que tu penses de ta vie d'avant, des excès que tu as pu faire, de comment s'est passé ta vie de femme et professionnelle en tant que femme dans les grandes entreprises, dans les agences, dans ces périodes-là, l'accident et pourquoi tu veux changer de braquet. Je dis ok. Donc j'écris un texte et je lui dis tu veux le voir? Elle me dit non, vas-y. Truc, cette fille, elle est juste géniale. Et elle est la fille d'un des fondateurs de l'Europe. Enfin bon, c'est une très très belle personne. Et j'arrive à Jump, qu'à un quart, je monte sur scène, je fais mon texte, et là, j'arrête. La salle, standing ovation, 500 femmes debout. Il y avait un homme, Christophe Desproges, qui était là, qui se rappelle encore, qui me le rappelle à chaque fois. Et il y avait 25% de l'assistance, dont moi, en larmes. T'es pas dans la merde, ma fille, hein, alors. Ça va pas le faire, cette histoire. Donc, j'accueille. Heureusement, j'avais bien travaillé en thérapie, et puis j'avais mon master en PNL, j'avais fait pas mal de trucs avant, qui faisaient que j'étais en capacité d'être à la fois en méta par rapport à moi-même et aussi de savoir que c'était un cadeau. Mais sidéré. J'avais jamais porté ma parole, j'avais fait parler tous les chefs d'entreprise, tous les grands patrons des grandes entreprises, j'avais fait parler des gens qui avaient quelque chose à dire dans l'entreprise, qui avaient du talent, qui avaient des expertises, etc. Oui, je maîtrise la communication. Et tu vois, bon là, on est dans le flow, j'ai pas besoin de notes. Mais je comprenais pas ce que j'avais provoqué moi-même. Je pigeais pas là le truc, hein. Et j'avais des copines dans l'assistance, ils m'ont dit non mais tu continues, là tu as un truc. Et là-dessus, j'avais une copine que j'avais rencontrée par Twitter, Martine Lejossec, mais que je venais de rencontrer, on avait bouffé ensemble. Elle fait partie de la brigade du web, c'est une fille formidable. Et elle était à l'époque bénévole sur le TEDx See Woman. Et elle me dit mais il faut que tu fasses un TEDx. Alors, d'abord, il a fallu qu'elle m'explique ce qu'était un TEDx. Je revenais de loin. Et puis, elle m'a fait rencontrer la patronne du TEDx pour See Woman, qui savait pas jusqu'à 15 jours avant si elle me prenait, si elle me prenait pas. Et finalement, m'a dit oui.
Donc j'ai préparé mon texte, qui était pas terrible, parce que j'avais la trouille, je savais pas, etc. J'ai un copain devant qui je l'ai donné en privé. Il m'a dit 3 jours, non, il m'a dit le mardi et je devais passer le lundi d'après. Oula, Il y a du boulot. La Fonta, c'est pas gagné. Il m'a fait tout rechauffler. Et je lui ai redonné, il m'a dit c'est mieux. Il m'a dit tu veux qu'on repasse? Je lui ai dit non, maintenant il faut que je me démerde, et j'ai bossé toute seule. J'ai répété devant ma glace. Et puis à l'issue de ça, je suis arrivée au théâtre Mogador. Je me suis commencé par me casser la gueule par terre. Donc tous les signaux étaient ouverts, quoi. Et puis il y avait deux loges. Il y avait la loge des mauvais élèves comme moi, et puis il y avait toute une série de nanas, et on se marrait. Il y avait Aurore Malécaras, il y avait on était toute une série à rigoler, probablement nerveusement. Et puis il y avait les bons élèves. Il y avait une autre loge où il répétait. Et je voyais Frédéric Pommier, tu vois, le Frédéric Pommier de France Inter, qui répétait comme un malade. Et là, j'ai eu un vent de panique, parce que je me dis, si lui, il répète, mais putain, moi, je suis dans la merde jusqu'au cou. Ouais, alors que répéter juste avant, c'est pas forcément... Non, mais parce que chacun a son vécu à ce moment-là. Ouais, chacun a sa façon de travailler, en effet. Mais lui, peut-être que pour de multiples raisons, c'était comme ça. Et donc, du coup, tu sais ce que je viens d'avoir apparaître sur l'écran en annonce? Le BAT de mon prochain bouquin. Alors, moi, il faut que je t'aime pour rester branché sur toi. Donc, c'est une grosse émotion. Bon, le BAT, c'est un bon à tirer. C'est-à-dire que c'est du vrai. C'est vraiment un livre qui sort le 25 août. Génial. Génial. Donc, tu vois, real life. Donc, Pommier est en train de répéter. Je me dis, toi, alors là, comment tu vas faire? Et en fait, je suis rentrée sur cette scène en ayant fait déjà 15 fois la pause pipi, parce que l'émotionnel chez moi, c'est un truc épouvantable. Donc, j'ai attendu devant la scène. Et là, je me suis foutue en hypnose profonde, en méditation profonde. Je suis rentrée sur scène, et j'y suis allée. Sachant que du coup, pour ceux qui connaissent pas les TEDx, c'est maximum 18 minutes sur scène, sans notes. Ouais. Et c'est un moment incroyable, mais il y a un peu beaucoup de pression. Oui, c'est un moment de pression, parce qu'en fait, il n'y a pas de filet. Et puis, tu as quand même le théâtre Mogador, et je sais pas combien de personnes il y a, 2000, 3000, enfin. C'est énorme, ouais. Donc, en plus, comme c'est un théâtre avec dans les conditions du théâtre, tu vois pas personne. Tu peux pas t'appuyer sur le regard de quelqu'un en premier rang que tu trouves sympathique. Alors qu'à Jump, oui, je les voyais. Et puis, t'as le prompteur pas le prompteur, mais le décompte qui te dit 18 minutes, 17 minutes, 16 minutes, etc. Et toi, tu sais pas très bien où t'en es de ta présentation, et tu te dis, mais en plus, moi, quand même, je rappelle que je suis handicapée. C'est-à-dire, je suis rentrée avec une canne et la main du maître de cérémonie. Elle m'a laissé entre deux chaises, et avec heureusement un micro-cravate. Mais j'avais aussi la trouille de me casser la gueule sous l'émotion, parce que les jambes, c'est la guibole. Hein. Et donc, je suis sortie de scène, un peu stone. Je savais pas du tout ce que ça avait donné. Je n'ai jamais su avant février d'après, où le TEDx était mis sur YouTube. Est-ce que t'as pas eu du coup de retour à chaud de personnes? J'ai eu des retours. Attends, tu connais des gens qui te disent, vous avez été à chier? Non, mais tu vois, moi je vois, suite à mon TEDx, qui était il y a un mois, je sais qu'il y a des gens qui sont venus me voir en me disant c'était incroyable, mais je sais qu'il y a des gens qui étaient speakers comme moi où on n'est pas venu les voir. Oui, voilà. Alors, mais quand tu es handicapé, que tu vas faire un effort, je pense que les gens te disent déjà, ils ont un préjugé. Déjà là-dessus, c'est déjà, oui. Nonobstant, j'ai une de mes filles qui m'a dit c'est un peu long. Donc, en effet, les gens donnent aussi des feedbacks un peu brutaux après. Mais et elle avait d'ailleurs peut-être pas tort.
parce que maintenant je vois où j'aurais pu être plus. Il a duré combien Il de a temps? duré 17 minutes, 16 ou 17 minutes. J'ai pas dépassé le truc. Et en fait, je pense qu'un TEDx est vraiment puissant. Les gens ils lâchent à partir de 14 minutes. Donc faut pas. Mais ça, je l'avais pas compris. C'est-à-dire que faut vraiment avoir l'habitude de parler en public pour t'apercevoir que moins c'est mieux. C'est ce que moi j'avais pris un coach et en effet j'étais passée à la base, j'étais à 22 minutes et après j'ai fini jouer à 16 ou 16 17 ou 17 minutes. Mais en effet c'est un vrai travail d'apprendre en effet à dire moins mais mieux pour que ça soit plus. Non, moi j'ai été beaucoup aidée par qui m'a foutu une baffe avant par Thierry Lepaysan, qui est le patron du TEDx de La Rochelle, qui est passé à la maison et qui m'a dit oh là putain ça va pas, et avec un de ses copains coach de La Rochelle, ils m'ont recadré. Bon, bien entendu l'organisation TEDx qui m'a aussi aidé. Et puis le dimanche avant, j'ai une copine d'une de mes filles qui est comédienne, Chloé Bocara. Donc on a eu un petit problème technique. Tu parlais du coup donc de l'amie de ta fille Chloé Bocara. Oui, Chloé, donc qui est cette jeune actrice, est venue gentiment, et puis avec beaucoup de bienveillance me dire si tu allais plus doucement, si tu respirais, ce que tu peux faire, etc. Et puis surtout m'encourager. Vraiment, ça a été adorable cet échange générationnel. Merci Chloé. Et puis j'avais Blandine, ma copine de longue date, qui est aussi venue me répéter en me disant t'es formidable, même si c'est pas vrai. Tu vois, ça fait toujours du bien. Donc c'était un moment plutôt chouette. Et puis donc après le TEDx en lui-même, et c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai dit bon, c'est pas trop. J'ai objectivement dit bon, c'est moins catastrophique que ce que je pensais. Toujours une très très bonne image de moi-même. Et puis je voyais pas très bien ce que je pouvais faire honnêtement pour le promouvoir. C'est assez ambigu puisque ça appartient à TEDx. Donc voilà. Donc ça a suivi son cours. Je me suis dit ah tiens, il y a 500 vues, c'est chouette. Ah, il y a 1000 vues, c'est quand même sympa. Ah, il y en a 2000 quand même, c'est bien. Là maintenant ça va s'arrêter. 5000, 10 000. Bref, il y a eu un moment où et puis à ce moment-là, ça a été repris sur les réseaux sociaux. J'ai eu des retours, j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des messages, soit sur mon mail, soit beaucoup sur LinkedIn, ou par Messenger ou par truc. Et du coup, le truc, il est passé à 1 million il y a un an, quoi, 1 an et demi. Oui, je pense, à peu près. Et là, il vient d'atteindre les 2 millions. Et il est traduit en japonais, en italien, en espagnol, et puis en anglais, bien entendu. Et bon, il y a des commentaires alors il y a des haters, comme toujours sur YouTube, mais globalement, il y a plutôt des gens qui me font des commentaires très très sympas, et il y a de jolies rencontres à l'issue de ça. Et il y a régulièrement, en fait, je dirais 2-3 fois par semaine, des gens qui m'appellent et qui me disent oui, votre TEDx ça m'a boosté, ça m'a fait réfléchir, ça m'a aidé. Alors là, tu vois, tu dis écoute, c'est vachement bien, quoi. Cool. C'est ce qu'on disait hors micro tout à l'heure, c'est que c'est sûrement en France l'un des TEDx les plus vus. Oui, je pense, en dehors des grands pros, genre Laurent Gounel, tu vois, dont, oui, bon, d'après ce que m'avait dit un copain de l'organisation TEDx, c'était un des plus vus. C'est pour ça aussi que je suis un peu triste que le deuxième TEDx, Je ne veux pas crever, n'ait pas été, non pas suivi, il est suivi, mais il n'a pas été traduit, alors que j'avais fait le boulot, il n'avait pas été sous-titré en anglais et en espagnol. C'est dommage parce que tu élargis la communauté vraiment par les langues. Hein. Parce que ça se passe comment du coup pour la traduction quand tu dis tu avais fait le boulot, c'est-à-dire? Eh ben en fait, pour le premier TEDx, il y a l'organisation TEDx au bout d'un certain temps a demandé à une traductrice, Élise Lacan, qui a fait tout le boulot, et une autre pour l'espagnol. Après, ça s'est fait automatiquement. Et puis pour le deuxième, comme c'était l'organisation de l'école d'arts et métiers, le transcript, il fallait qu'il le fasse. Moi, je l'ai fait. Ok. Et du coup, anglais et espagnol, j'ai fait les traductions en me disant comme ça, TEDx, après ils peuvent reprendre tranquillement. Tu vois,
je sais dans la communication à peu près comment faire les choses. Ouais. Donc, mais par contre, ils l'ont jamais posté. Donc voilà, c'est ma frustration du moment. Il y en a toujours. Et du coup, suite à ça, donc bon bah il y a 2 millions de personnes qui ont été touchées par ce TEDx. Qu'est-ce que ça a changé du coup pour toi par rapport aux conférences, aux livres? Bah, par rapport, il y a une espèce de bundle, c'est-à-dire que les gens ont acheté les livres aussi, et puis dans les autres conférences, bah, ils viennent parce qu'ils ont entendu le TEDx. Alors pour autant, je leur resserre pas la même conférence parce que ça m'emmerde. Donc bon, j'ai une ou deux conférences qui sont autour qui sont des évolutions du TEDx parce que en fait c'est quand même la même personne, donc forcément je vais pas parler. C'est mon copain Philippe Croison qui a traversé la Manche à la nage, c'est pas moi, donc je vais pas parler de traverser la Manche à la nage. Mais le discours évolue. Là, j'ai une conférence qui marche fort du feu de Dieu, qui est 9 clés pour passer l'épreuve, autour de qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour et puis peu à peu les choses s'articulent différemment. Bon, mon prochain livre aura rien à voir tout à voir et rien à voir avec le premier et le TEDx. On peut savoir comment va s'appeler le prochain, du coup? Ah bah, tout à fait. Non, celui dont je rêve de voir le bois tiré de quand on arrache notre côte, ça s'appelle Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves. Manifeste pour ne pas passer à côté de sa vie. Ça sortira le 25 août aux éditions Très Daniel, que franchement je remercie parce que c'est un éditeur mais formidable. C'est du bonheur. Voilà. Génial. Mais j'en suis contente, honnêtement, parce que c'est une commande de Très Daniel, donc tout le honneur à Très Daniel pour ça. Mais ils m'ont forcé à aller plus loin. Et ils ont toujours été très respectueux, mais en même temps constructifs dans les remarques. Juste une expérience géniale. Ah, génial. Parce que bon, on entend tellement. Alors, on l'entend rarement derrière le micro, mais souvent il y a quand même beaucoup de personnes qui me partagent le fait qu'en effet leur maison d'édition ça n'a pas été du tout à la hauteur de leurs espérances. Donc ça fait plaisir d'entendre que parfois ça se passe bien. Oui, écoute, on va continuer à voir, on va continuer à aller ensemble, mais là c'est juste du bonheur, du bonheur. Ah, tant mieux. Comment t'écoutes ton intuition? Toujours. Comment je l'écoute? Par le corps. Comment tu l'écoutes? Par le corps. C'est-à-dire que je sais à un moment que le truc est juste. Bon, ça passe plutôt au niveau du ventre chez moi, ou que le truc est pas bon. Et c'est vraiment des marqueurs. Hein. Et quand il y a ça, je la suis. Et j'ai appris aussi qu'il y a un moment où, ok, si je dis je ne peux plus, je ne peux plus. Et je ne dis je ne peux plus quand vraiment je ne peux plus, ce qui veut dire que c'est plus négociable. C'est trop tard. Ouais. Comment tu célèbres tes réussites? Pas assez. j'ai pas excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. J'ai pas un ego hyper développé. Donc je suis toujours épatée par mes réussites, surprise. Je me tourne souvent derrière moi en me disant mais c'est à propos, mais qui est-ce je dois ça à qui, ou pourquoi, ou etc. Donc en effet c'est un des trucs sur lesquels franchement je peux bosser encore. Parce qu'en fait il s'agit d'une part de célébrer les réussites en se disant ouais c'est chouette d'être arrivé à ça, mais aussi de les célébrer en intensifiant le plaisir, le bonheur. C'est-à-dire que le moment ne soit pas de la satisfaction ne soit pas fugitif. Et ça, je peux faire mieux. Je suis en train de faire mieux. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Alors, je te dis, pourquoi pas moi négatif au départ, et puis pourquoi pas moi, c'est en permanence que je me le dis. C'est-à-dire que quand j'avais 20 ans et que je rentrais comme stagiaire dans une agence, et qu'il y avait un mec, en général c'était un mec qui était chef de projet et que je voyais que franchement, à part être un mec et être chef de projet, il y avait rien de mieux.
Je dis pourquoi pas moi. Et ça a continué dans toute ma vie professionnelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on m'a mis un frein ou quelqu'un au-dessus de moi, je dis mais pourquoi pas moi, pourquoi il se croit? Donc il y a ce pourquoi pas moi là qui a toujours été permanent. En plus, il y a le pourquoi pas moi qui est beaucoup plus positif. En effet, depuis mon accident, en me permettant d'écrire. Pourquoi je me permets d'écrire? Pourquoi je n'écrirais pas? Et c'est un tel bonheur que, en effet, je comprends pas pourquoi j'ai attendu 40 ans pour le faire. Et puis il y a le pourquoi pas moi. Pourquoi certains trucs m'enquiquinent. Pourquoi il y a le pourquoi pas moi aussi énervé, c'est-à-dire pourquoi moi je peux plus danser. Pourquoi je peux pas sortir seule? Mais bon, la réponse est en effet, c'est ni moi ni toi, c'est comme ça. Et puis il y a vivre en paix, par exemple, vivre sereinement, qui est quand même un désir légitime. Pourquoi pas moi? Et à partir du moment où je considère que ce désir est légitime, je prends celui-là, mais je peux en prendre d'autres chez moi, je mets en place ce qu'il faut pour vivre sereinement et en paix. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que c'est un moteur, mais c'est un moteur formidable, mais en même temps, c'est exactement ce que je pense de la vie. C'est-à-dire que je pense qu'il y a ni bien ni mal, ni regret ni remords, je le dis beaucoup. Et quand je dis qu'il y a ni bien ni mal, oui, il y a le bien, oui, il y a le mal. Mais il y a une médaille avec ta force, et ta force, elle est à un moment ta faiblesse. Et c'est la même médaille, et c'est le même composant selon comment on l'oriente. Et de même, le pourquoi pas, c'est le pourquoi pas de frustration et le pourquoi pas d'ouverture. Et c'est le même. C'est la même interrogation. Et c'est cette curiosité et cette capacité à ne pas accepter la chose comme absolue, comme vérité absolue, comme règle, qui est le moteur de la vie. C'est pour ça que ça m'a vraiment interpellé ta structure d'émission. Et puis il y en a certaines que j'ai écoutées qui sont juste absolument divines. Merci. Mais c'est la vraie question. C'est la vraie question. C'est pourquoi pas? Attends, à part toi, qui peut te freiner? Parce que je suis victime de rien, ni de personne, ni de mon chirurgien, ni de ma famille, ni du mec qui a essayé de me violer quand j'avais 30 ans, ni de tout ça. Je suis pas leur victime. Par contre, je suis certainement victime de moi-même. De ce à quoi je me suis pas autorisée, de ce que j'ai tué, de ce que j'ai voulu préserver à tout prix, de ce que j'ai pas voulu voir, ma scoliose. Je suis une entêtée. Et ça, c'est un vrai défaut, et c'est une vraie qualité. Donc, en étant entêtée, je dénie à certaines réalités le droit d'exister parce qu'elles m'arrangent pas. Donc, je dis, non, tout va bien dans ma vie, c'est parfait, je peux tenir contre vents et marées, jamais on me fera lâcher, je m'en sortirai, et puis j'arriverai à sauver le monde, etc. Sauf que je sauve pas le monde et je me sauve pas moi-même. Et puis, en même temps, je tiens, et du coup, je fais des choses. Et je m'installe dans une nouvelle vie, j'écris un livre, j'écris un deuxième livre, j'ai envie de faire un TEDx en anglais, tu vois, j'ai plein de trucs, pourquoi pas? Au nom de quoi, pourquoi? Non, mais franchement, excellente question, hein. Merci. Et tu sais, même maintenant, justement en préparant mon TEDx, je me suis dit, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai envie de permettre aux gens parce que moi, le podcast, c'est pourquoi pas moi, l'invitation à écouter ta petite voix. Et c'est que de permettre aux gens de commencer à réécouter leur petite voix parce qu'à un moment ils sont en effet complètement anesthésiés et leur petite voix ils l'entendent plus, et de passer du pourquoi pas moi avec un point d'interrogation ou pourquoi pas moi avec un point d'exclamation en disant mais oui mais en fait à un moment tu te dis pourquoi moi, enfin pourquoi pas moi, et puis après mais oui mais pourquoi pas moi. Voilà. Et c'est un changement de posture en fait. Totalement, et avec le même terme, c'est un changement de posture total. C'est ça. Et la petite voix, oui, en effet, pendant des années, moi, je l'ai pas écoutée, je l'ai muselée. Et dans tous les domaines de ma vie. Enfin, je veux dire, là, tu as en face de toi, tu as l'expert du musellement de la voix. Hein. Attends, je voudrais quand même que tu respectes. Hein. Il n'y a pas plus museleur que moi.
Le déni et musée sa voix, j'ai expérimenté à 360 degrés, là. J'ai le diplôme. Maintenant, du coup, je l'écoute. Et là, maintenant, quand il y a un truc que je trouve un peu foireux, je dis non. Là, ça va pas. Ça va pas. Stop. Stop. C'est pas possible pour moi. Et oui, quand je dis que c'est plus possible pour moi, il y aura un prix à payer. Il peut y avoir un prix à payer, mais le prix est moins cher que le prix de ne pas écouter ma voix. D'ailleurs, c'est ce que tu disais, je crois. Alors, je sais plus si c'est sur ton site ou dans ton dernier TEDx. Tu dis que en devenant toi, forcément, ça a fait un tri dans tes relations. Ça, c'est quelque chose dont on parle. Moi, j'essaie d'en parler de plus en plus dans le podcast. Toi, du coup, ça a fait un gros tri dans ta vie? Oui, ça a fait un tri. D'abord, parce que le handicap est clivant. Il y a des gens qui ne le supportent pas. La maladie est clivante. Et puis, si tu veux, les gens t'aiment pour ce qu'ils connaissent. Donc, ils connaissaient une fille qui organisait régulièrement des fêtes avec 100 personnes, qui était active dans les réseaux sociaux, dans les réseaux féminins, qui était en train de partir en voyage, en ceci, de cela. Donc, cette fille-là, c'était leur copine. Une fille qui leur dit, écoutez, est-ce que vous pourriez me donner la main pour traverser la rue et prendre ma canne c'est pas très très confort. Et puis ils veulent toujours t'encourager. Ils te disent mais vraiment tu marches mieux. Normalement je marche pas mieux depuis 7 ans. C'est la même daube. Hein. Mais c'est pas grave. Mais oui j'ai perdu. Alors j'ai perdu des gens étonnamment dont je pensais pas les perdre parce que je pensais que c'était des amis véritables ou de la famille véritable et que c'était vraiment des proches et que je comptais. Enfin, j'aurais mis ma main à couper qui resterait à côté de moi. Là, heureusement, je l'avais pas mise, hein, parce que sinon, les jambes plus la main, ça faisait beaucoup. Et puis, j'ai perdu des gens où c'est pas dramatique, et je les comprends, ils ont assez de merde dans leur vie, ils en ont pas besoin d'une de plus. C'est pas grave, et je leur en veux pas, et j'ai perdu des gens parce ils ont eu peur, et qu'après, ils se sentaient merdiques de pas m'avoir donné signe de vie. Et quand je les ai, pour certains d'entre eux, quand je les ai revus et qu'ils m'ont dit, ah, mais tu nous parles, je dis, mais attendez, on arrête là, tout de suite. Je suis ravi de vous revoir. On va pas se faire des vendettas à n'en pas finir. Ça a aucun intérêt. Alors bon, ça veut pas dire que notre relation va repartir pour autant. Peut-être qu'elle va repartir, peut-être qu'elle va pas repartir. And so. Donc, tu sais, l'épreuve, c'est comme un divorce. Il y a des gens qui se sentent absolument obligés de prendre parti. On te demande pas. C'est ou t'es là ou t'es pas là. Mais on te demande surtout de pas commenter. Quoi. Ouais. C'est quoi pour toi la réussite? La réussite essentielle pour moi est quand même avec ma famille, avec mes filles et leurs enfants, et de tisser avec elles un lien suffisamment à la fois solide et lâche, et affectueux et loyal, parce que c'est leur regard que j'ai envie d'avoir dans mes yeux le jour où je passerai l'arme à gauche. Donc c'est leurs mains que j'ai envie d'avoir dans ma main. Donc c'est ce que j'appelle moi les personnes essentielles. Et il peut y avoir se rajouter à ça d'autres personnes essentielles que je connais ou que je ne connais pas. Et en effet, c'est la relation avec ces personnes-là qui est vitale pour moi. Et puis c'est aussi d'apporter ma contribution dans le monde. Alors oui, je suis une fille des années 80 qui a pollué, qui a bouffé du carburant, du plastique, de l'argent, qui était très égocentrée parce que incapable de se comprendre, donc je faisais comme je pouvais. Nonobstant, j'allais dire que s'il y a une capacité de rémission, ce que j'apporte aujourd'hui apporte quelque chose et c'est bien. Et c'est la trace que j'ai envie de laisser dans le monde. Et c'est sûr que les baby boomers ou les gens de ma génération, on n'est pas très populaire en ce moment. Peut-être qu'avec le temps et un peu de recul, on se rendra compte qu'on n'a pas que c'était pas si facile malgré des apparences trompeuses. Hein. Oui, on a bouffé des miles, des trucs machin, mais moi j'avais pas plus de billes. Je pense que la vie c'est le cheminement. Tu vas étape par étape.
Et que ça sert à rien de te flageller sur les étapes passées en te disant j'aurais dû les vivre autrement. Tu les as vécues comme tu pouvais les vivre à ce moment-là. Point final. T'étais dans ton cheminement. Bon, alors après, c'est sûr que quand après, si tu finis comme Poutine, ouais, tu fais un peu chier quand même, hein. Mais si tu finis pas comme Poutine et si tu finis sans créer de guerre, sans massacre, etc., en faisant ce que tu peux proprement et en amenant ta pierre peut-être petite par rapport à toutes les gros rochers que tu as balancés sur la gueule de tout le monde, mais une petite pierre qui fait du bien, bah c'est chouette. Qu'est-ce que tu penses que la petite Nadalette de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Ouais, putain. Non, elle dirait pas ça parce qu'elle était très bien élevée, elle. Mais je pense que elle pouvait pas imaginer qu'il y avait une vie aussi riche et dense et anormale, c'est-à-dire sans répondre à un cadre, à un enfermement possible. Et pour moi, par exemple, je pense qu'elle s'attendait pas à que la maternité soit une telle révélation. Parce que globalement, ce qu'elle avait vu comme mère, c'était pas terrible. Et la maternité peut être quelque chose d'exceptionnel. Donc ça veut dire que rien de ce qui nous est dit au départ n'est obligatoire. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi, du coup, tes renoncements à toi? Bah, mon choix d'avoir mené cette vie de bâton de chaise et de m'être fait opérer plus tard, c'est le renoncement à mon autonomie. Hein. Et là, j'ai pas encore renoncé. Hein. Je veux dire, c'est vrai que objectivement, j'ai encore un vrai combat intérieur avec le handicap et le manque d'autonomie. Donc, je suis sur la voie de ce renoncement. En même temps, si je devais faire le choix, je sais que ça allait être ta prochaine question, donc je te l'appréhende. Ma vie aujourd'hui telle qu'elle est et mes jambes, je pense que je prendrais ma vie aujourd'hui. Ah, je l'aurais pas posé cette question, mais. Mais alors pas de façon facile, mais ouais. Quand même, je suis vraiment contente de ce que j'ai mis en place là. Tu vois, je suis contente d'être arrivée à ce degré de maturation mentale, émotionnelle, spirituelle, d'être devenue cette personne-là. Et c'est un truc que je dis aux gens qui m'accompagnent encore. Je leur dis, écoutez, faut arrêter de me bassiner avec ce que vous voudriez que je sois. Je suis exactement ce que je suis. Alors, vous prenez pas. C'est ça. Ouais, ouais, tais-toi. Ouais. Voilà. Hein. Je ferais peut-être mieux, mais pour l'instant, c'est ça que je fais et je le fais avec une profonde justesse et honnêteté, loyauté, qui sont quand même des qualités qui sont essentielles pour moi. Je sais pas faire mieux, là, je fais vraiment de mon mieux. C'est peut-être pas ce que vous attendez de moi, mais c'est vraiment de mon mieux. C'est quoi ta plus grande difficulté? Le manque d'autonomie, aujourd'hui. Et la solitude aussi, elle est difficile, parce que vivre seul est pas quelque chose que j'ai choisi, et j'ai pas encore toutes les clés, c'est quelque chose que j'ai à découvrir. Et si tu veux, le combo manque d'autonomie et solitude est désastreux. C'est pas un truc sympathique. Il faut mieux avoir la solitude, mais pouvoir te balader, ou ne pas pouvoir aller te balader, mais être très entouré. Donc c'est pas le bon combo, c'est indéniable. Maintenant, il y a quelque chose à en apprendre et on verra ce que demain apporte. Hein. Ouais. Ça a été quoi tes plus grandes peurs dans la vie et aujourd'hui? La peur de faire du mal à quelqu'un, parce que j'ai cette culpabilité d'enfance d'avoir tué mon frère. Hein. Donc très souvent, je suis j'ai en moi une très grande violence, donc je sais que j'ai la capacité de laminer quelqu'un. Mais comme j'ai cette culpabilité de l'avoir tué, je me réfrène et je ne dis pas les choses. Et ça, c'est vraiment un énorme défaut. C'est-à-dire que je me bouffe des trucs pendant des mois, des années, etc., en me disant, oh ben non, je peux pas le dire, je vais le détruire, ou je peux pas le dire parce que ça va foutre la merde, parce que ça va exploser, parce que ceci, parce que cela. Ça, c'est une erreur fatale. Hein. Faut dire. Si ça t'insupporte, faut dire.
Donc oui, c'est ça mon plus gros défaut. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? De mes filles. De mes filles, parce que je trouve que c'est des belles femmes au sens personne du terme. Et puis c'est quand même un miracle de la vie d'avoir mis ces enfants au monde, de les voir pousser, de les voir elles-mêmes avoir des enfants. Donc c'est un petit enfant, c'est quelque chose. C'est comme la maternité. Je m'attendais pas à que ce soit aussi bouleversant, mais c'est vraiment bouleversant. Sans pour autant, du fait du handicap, pouvoir être une grand-mère à temps complet. Hein. Mais il y a dans le regard de Noah et de Joseph quelque chose qui est un parfum d'éternité. Et puis en dehors de mes filles, dont je suis éminemment fière, et c'est un amour inconditionnel. Hein, je veux dire, là, il y a même pas de discussion. Oui, ma fierté, c'est d'être écrivaine et de transmettre. Et c'est le partage qui me tient droite, qui me fait avancer, qui est une joie. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent aux personnes qui réussissent qu'elles n'en sont là que grâce à de la chance? C'est de la connerie en barre. Mais oui, il y a une part de chance et d'opportunité, c'est certain. Mais d'abord, qu'est-ce que la réussite? Franchement, et qu'est-ce qu'il y a derrière? Et puis c'est du travail aussi, la réussite, c'est du travail sur soi, du travail tout court. C'est très subjectif parce que qui a réussi et au nom de quoi, c'est très aussi passager. Tu sais, c'est comme les gens qui me disent ah bah oui, toi t'es résiliente, mais de toute façon t'as une capacité de résilience et c'est comme ça. Ouais, ok, oui, j'ai réussi à être résiliente, mais vous me voyez sur les réseaux sociaux ou là quand je vais bien. Vous me voyez pas quand je suis en train de vomir dans la cuvette des chiottes, quand je suis en train de pisser partout parce que j'ai un coup d'émotionnel, quand je suis flippée de la mort et que je pleure pendant des nuits entières. Tout ça, vous le voyez pas. Ça fait aussi partie de moi. Ce qu'on voit aujourd'hui de la réussite, on voit une image publique. Là, je suis installée depuis 2 mois à Arcachon et on me dit t'as une vie de rêve. Ben évidemment, sur les réseaux sociaux, je vais pas mettre le moment où je suis complètement flippé. Je vais mettre le moment où je suis en train de donner une conférence, où je suis au dîner en blanc sur la plage Pereire. Tu vois, là il y a juste un truc depuis les réseaux sociaux où on a un peu oublié que c'était pas de la publicité tout le temps et que la publicité pouvait être mensongère. Hein. Ouais. Ouais, et puis même, tu vois, on en parlait aussi avec Camille Perrotte qui a gagné le meilleur pâtissier il y a 3 ans. Camille, je l'interviewe depuis 2 ans, alors c'était 6 mois et là ça faisait 1 an du coup que je l'avais pas interviewée. Et ce qu'elle disait, c'est que clairement, elle a des hauts, elle a des bas, mais que elle, c'est pas qu'elle veut mentir sur les réseaux, c'est juste qu'elle se dit que il y a suffisamment de trucs négatifs qui ressortent partout que du coup, bon bah voilà, elle est contente d'apporter du positif sur son compte, mais c'est pas pour autant que derrière il y a tout est cucuit les petits oiseaux quoi. Non, tout à fait. Et non, moi je pense que je suis assez authentique dans mes livres et que dans mes livres je suis bout de décoffrage. Enfin, j'écris assez cash et que il y avait une phrase que je lisais dans mon prochain livre pour expliquer tout ça et que j'aime bien, que j'ai ressorti là. Et je dis mes récits construisent en moi, ce sont des bâtisseurs, ils sont une part de moi, ils laissent des traces, ils marquent ma vie, ils sont chemin et cheminement. Et c'est ça en fait, si tu veux. Alors il y a des modes d'expression différentes, il y a des modes que tu peux donner dans un livre avec une certaine intimité, dans un TEDx avec une certaine émotion, sur les réseaux sociaux avec des paillettes. Mais bon, voilà. Mais tout ça, c'est un récit, et c'est le récit, c'est la façon de construire, comme dirait Joseph Campbell, la légende de nos vies. Et la légende de nos vies, c'est de créer quelque chose qui soit plus grand que soi, qu'on laisse à son dernier jour. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui? Ne culpabilisez pas. La culpabilité est improductive, c'est stérile. Comme la victimisation, d'ailleurs c'est son pendant. Hein. Mais t'es responsable, oui, mais t'es pas coupable. T'es victime de rien ni de personne, t'es absolument responsable de ce que tu fais.
mais aucune culpabilité. T'as fait dans un environnement et voilà. Et l'autre n'est pas plus, il est responsable. Oui, l'autre est responsable également de lui-même. Mais avant de pouvoir aimer l'autre, il faut commencer par s'aimer et se respecter soi-même, sinon on n'arrive à rien. Ça c'est en effet, c'est si tu t'aimes pas, tu ne te respectes pas et donc tu ne te fais pas respecter. C'est pour ça qu'en fait, ce livre que j'ai écrit là, qui va sortir en août, moi je l'ai fait tu vois, il y a un truc qui m'énerve, c'est quand les gens te disent vous êtes un tel rôle modèle, pas du tout. J'ai fait que des conneries. Donc le livre, j'ai fait vraiment ce qu'on appelle de position basse, c'est-à-dire en disant ben voilà, sur telle et telle thématique, là ça a plutôt bien marché et là j'ai vraiment planté et puis je me suis récupérée. Voilà un peu ce qu'il y a comme théorie autour de cette croyance ou de l'âge ou du temps ou de n'importe quoi. Et puis ce que je laisse, c'est non pas ce que laisserait un gourou ou un rôle modèle, mais moi je laisse comme tu vois ces gens qui font de la randonnée, ils laissent des cairns, des amas de petits cailloux. Moi j'appelle ça les cailloux blancs et je laisse en fin de chaque chapitre des cailloux blancs qui sont des trucs, mais franchement, je suis pas en train de me positionner en coach supra normal. Je me positionne en personne de la vie de tous les jours en disant tiens, il y a ce petit caillou blanc qui est pas mal, peut-être vous pouvez vous en saisir. S'il vous plaît, utilisez-le. Si vous l'aimez pas, vous le jetez. Et c'est ça tout le principe de ce livre. Nos rêves sont à la hauteur de tempête, c'est de laisser les gens les déculpabiliser, leur dire mais attendez, vous êtes sur votre chemin, vous faites ce que vous pouvez. Tous vos chemins sont bons et arrêtez de penser qu'il y a quelque part le super coach ou le super psy qui va vous sauver et avec des pouvoirs magiques et un peu d'énergétique vous faire passer en superwoman. Superwoman, je l'ai été, franchement ça m'a pas réussi. Maintenant, il y a d'autres trucs qu'on peut faire qui sont des trucs du quotidien, qui sont des moments doux, qui sont ceci, cela. Et c'est ces cailloux blancs qui sont atteignables par chacun, qui ne demande pas d'avoir transcendé une vérité universelle que j'ai envie de laisser. Ouais, c'est ça que j'ai envie de laisser. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Prends soin de toi. Prends soin de toi. Et honnêtement, j'ai mis 40 ans à le comprendre. C'est quoi tes prochains défis ? Apprivoiser la solitude. Trouver le moyen d'accepter ma perte d'autonomie tout en ne me limitant pas à elle, c'est-à-dire que oui, il y a des choses que je peux pas faire, il va falloir les accepter, mais en même temps, je peux trouver aussi des moyens d'en faire. Donc c'est cette ambivalence. Et puis un autre bouquin, un troisième bouquin, un quatrième bouquin, des conférences. Je sais pas, j'ai envie de tout, tu vois, en ce moment. Mais j'ai envie de tout, mais à mon rythme. C'est-à-dire que très clairement, je vois que mon rythme, c'est pas, par exemple, j'ai une admiration forcenée, et j'ai surtout une énorme amitié pour Philippe Croizon, qui a été mon voisin pendant 3-4 ans à Angoulins, et qui est vraiment un ami cher. Lui et sa femme, c'est des gens que j'adore. Mais Philippe, il est beaucoup plus jeune que moi, et son truc, c'est d'aller faire des conférences et d'en faire beaucoup. Moi, j'ai pas cette santé-là. Oui, chacun fait comme il peut. J'ai pas cette énergie-là. J'ai pas son âge. Je suis quand même beaucoup plus âgé que lui. Donc, si tu veux, il y a des moments où on m'a dit, par exemple, après le TEDx ou après l'Olympia, on m'a dit, venez, on vous prend comme conférencier et on vous donne plein de conférences à faire. Je dis non, je peux pas et j'ai pas envie. Moi, je fais une conférence, je suis KO un jour avant, KO un jour après. Donc, entre-temps, il faut quand même que je fasse quelques trucs. Donc, j'ai envie de faire de temps en temps des conférences qui ont du sens pour les autres, où j'apporte un message nouveau, où j'évolue. Je sais pas ce que je ferai d'autre dans ma vie. Je sais pas ce que je vais amener. Mais j'ai besoin que ça progresse et que ça progresse en respectant ma voix intérieure et mon physique extérieur. Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous ? Alors oui, il y a un livre que j'adore, que je recommande, qui est La Révélation. Bon, il y a toujours les livres de Lise Bourbeau, ça, sur les blessures de l'amour, c'est béton, c'est un must.
Mais là, il y a un livre qui est d'ailleurs apparu chez Très Daniel, et en fait, je ne le savais pas. Je leur en avais parlé comme un truc du tonnerre, et ils me regardaient en disant vraiment la pauvre Alzheimer, ça la guette. C'est nous qui l'avons édité, ça s'appelle La voix du sentir de Louis Sansa. Et c'est un bouquin absolument exceptionnel sur la pensée de Louis Sansa, qui a été un grand sage, et justement si tu veux, si j'ai écrit quelque chose qui est un peu dans cet esprit, j'en serais vraiment heureuse, parce que c'est un bouquin où cet homme qui connaît tout, qui a tout lu, tout su, enfin, qui a été un type exceptionnel, il est complètement humain, il boit, il mange, tu vois, il se la pète pas, il te culpabilise pas, il te laisse aller ton chemin. Et ça, c'est La voix du sentir, édition Très Daniel, juste à pas louper, ma belle, à pas louper. Bon, après tu peux acheter mon bouquin. Bien sûr. C'est gentil, merci. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Merci à Anne Cazobon d'abord. Oui, c'est ce que j'allais dire après. Ouais. Oui. Merci de nous avoir mis en Anne, relation. et je suis heureuse de te retrouver en juillet. Et puis merci à toi, parce que c'est une jolie rencontre, et puis j'espère que ce sera pas qu'une fois, qu'on se reverra sur d'autres choses, notamment à Marseille. Et puis merci à mes filles d'être là, merci à la vie, merci à des gens que tu ne connais pas, des inconnus, à Nathalie, merci à Carole, merci à Francis, à des gens qui sont arrivés dans ma vie depuis 6 mois, merci Edith. Tu vois, au moment où tu es vraiment dans les crises les plus atroces, il y a des trucs qui s'ouvrent, des gens exceptionnels, une Alexandra, des gens comme ça que tu rencontres et qui te font aimer te font reprendre confiance à des moments de perte de confiance. Un grand merci Nadalette pour le partage de ton histoire et ce magnifique témoignage. Je mettrai donc sur le site pourquoipasmoi.co le lien vers ton livre, et puis après je mettrai à jour pour ton deuxième livre du coup dès qu'il paraîtra, et puis je mettrai aussi le lien des 2 TEDx pour ceux qui ne les ont pas encore regardés. Tu es un amour. Merci à toi. Merci beaucoup beaucoup. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, rendez-vous demain pour la newsletter de Pourquoi pas moi.